prise de contrôle du commerce du pétrole vénézuélien, ça a sonné le glas d'une situation où Cuba avait quand même la garantie de recevoir ses sources d'énergie depuis ce pays-là. Oui, parce que, bon, mais tout ça, c'est par rapport au pétrole uniquement. Alors, je pense que les États-Unis ont considéré que l'intervention au Venezuela était une façon de prendre le contrôle du pays qui avait les plus grandes réserves mondiales connues de pétrole. D'accord ? Mais je pense également qu'il n'était pas absent de leur esprit qu'en prenant, en influençant le gouvernement vénézuélien à travers la capture de son président, indirectement, il portait un coup très important à Cuba, puisqu'il le privait. Il privait Cuba de son premier partenaire commercial voilà. et de son aide traditionnelle, son soutien le plus fort. C'est ça. Donc bon, finalement, on peut dire que sur ce coup-là, ils ont réussi à mettre en place ce qu'ils voulaient mettre en place. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est parce que ça dure sur un nombre d'années, ça fait longtemps que ça dure. Ils ont une production, donc on va dire au moins 40 000 barils, c'est ça, de pétrole. Donc ça veut dire qu'ils ont des réserves, ils sont organisés. Mais moi j'ai lu, parce que tu m'as envoyé de la lecture, j'ai lu que pour le coup, les Cubains, par exemple, au lieu d'utiliser la voiture, c'était les vélos, c'est ça, dans les hôpitaux. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point, à tous les niveaux, que ce soit à l'hôpital, dans notre quotidien, parce que de là à laisser la voiture pour prendre... j'ai vu aussi que dans les hôtels qui ne sont pas remplis, par exemple, on les fermait parce que la ressource, elle est rare. Donc, on en parle de façon mondiale de l'environnement, que le pétrole à un moment va s'épuiser ou non, mais on est censé sortir des énergies fossiles et passer sur des énergies plus propres. Du coup, c'est une réalité que vit Cuba depuis des années en fait. Alors, ceci dit, il faut quand même reconnaître que tant que Cuba recevait massivement le pétrole vénézuélien, la source principale d'énergie, c'était le pétrole. Le pétrole, d'accord. Alors maintenant, effectivement, que cet embargo pétrolier a été mis en place par les Américains, il faut dire que ça a un effet catastrophique sur la vie quotidienne du peuple cubain. Parce que c'est vrai que tu as cité un certain nombre de mesures de résistance. Oui, voilà. Donc c'est un peu symbolique quelque part. Bon, ils utilisent davantage les bicitaxis, il y a des calèches avec des chevaux, etc. Mais bon, tu sais, pour transporter un malade une calèche, quand il y a une urgence, etc., tu vois, c'est quand même très compliqué. Ah oui, compliqué, délicat. Bon, aujourd'hui, on te dit qu'à Cuba, il y a des moments où les hôpitaux se retrouvent sans électricité. Dans des interventions chirurgicales qui commencent avec de la lumière dans la salle d'opération et qui se terminent avec la petite loupiote du téléphone portable des chirurgiens ou des infirmiers. Donc c'est pour te dire que ça peut être un accouchement aussi. C'est ça. Bon, tu as des nourrissons qui sont dans des couveuses, donc qui ont besoin d'une aide respiratoire. D'une aide respiratoire, eh bien, brusquement, ces pauvres bébés se retrouvent parce que le courant a été brutalement coupé, bon, mais pratiquement condamné à une mort certaine. Donc, c'est pourquoi moi on a beaucoup parlé du génocide à Gaza, tapis de bombe sur la population palestinienne à Gaza. Là, on n'a pas de tapis de bombe, mais on a une forme de génocide, ce que j'appelle le génocide par asphyxie pétrolière. Parce que quand tu interdis à un peuple de se déplacer, de conserver ses aliments, d'avoir de la lumière, d'avoir du gaz pour cuisiner, etc., à ses hôpitaux de tourner, etc., c'est une forme de génocide. Et je pense que cette expression mérite d'être reprise par tout le monde, ça doit devenir un élément de langage, parce que on parle de génocide perpétré par les Israéliens à Gaza, mais il faut quand même savoir que jamais les Israéliens n'auraient pu effectuer
ce génocide à Gaza si tous les jours ils ne recevraient pas leur livraison de bombes par les Américains. Donc il faut appeler un chat un chat. Oui. C'est un génocide israélo-américain. Alors lorsque tu sors d'avoir réalisé un génocide israélo-américain sur la population de Gaza, si tu enclenches sur un génocide par asphyxie pétrolière sur Cuba, ça veut dire que tu as une espèce de vocation génocidaire, et ça, je pense que toute la population mondiale peut entendre ce message et isoler les États-Unis d'Amérique dans ce crime qui est en train d'être commis contre Cuba. Ah oui, parce que d'ailleurs, on l'a vu qu'il y a des pays qui ont commencé à riposter, si je puis dire, et qui ne se laissent pas faire. Donc ça peut être aussi une réponse. Ben, complètement, mais non seulement il y a des pays qui ont commencé à riposter, mais Cuba n'est pas seul. C'est ça. Cuba n'est pas seul, heureusement, parce que Cuba a développé dans le monde une forme de solidarité extraordinaire avec le monde entier, notamment à travers ses missions médicales, parce qu'à Cuba, il y a plus de 100 000 médecins, Wow, quand même. dont près de la moitié vont accomplir des missions dans des pays étrangers. Ils ont réalisé des choses extraordinaires, d'accord, extraordinaires, en termes de nombre de consultations, d'accouchement, d'aide dans les situations d'urgence comme les tremblements de terre, Alors, etc. J'ai quelques chiffres. Alors, entre 1959 Vas-y. et 2020, 600 000 missions dans 158 pays sur 193. Ah, Et sur 53 pays que compte le monde. en plus, Donc, ça fait 158, voilà. c'est quand même beaucoup pour Pour un petit pays comme Cuba. C'est ça, On est bien d'accord. c'est fascinant. On est bien d'accord. Avec la participation de 326 000 professionnels de santé, Voilà. soit Donc, 2 milliards donc certains ont accompli plusieurs missions, bien sûr. Hein. en plus. Voilà. Et ça fait 2 milliards. Je ne sais pas si vous vous 2 rendez milliards compte. de consultations. Exactement. Oui, c'est sur 60 ans. Hein. Et oui, mais quand même, Mais mais quand quand même. Et 4,3 millions d'accouchements, 12 millions de vaccinations de femmes enceintes et d'enfants. Je trouve ça, j'ai presque envie de dire, mais on n'aurait même pas dit qu'ils subissent un blocus. Et là, on parlait de génocide, parce que ça a commencé, c'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé. Et puis ça nous permet de voir aussi qu'un génocide peut avoir plusieurs formes. On en parle ici assez souvent sur la Martinique, on parle de génocide par substitution. Donc ça interpelle encore plus ce qui se passe à Cuba. Donc, et lorsqu'on voit j'allais dire la force de frappe, non pas vraiment, mais la force de Cuba, donc on parle des médecins, mais Cuba, c'est pas uniquement ça. Pour moi, c'est des MacGyver, les Cubains. Bien sûr, c'est waouh, mais j'ai une fascination pour vous, parce que malgré, en fait, ils savent faire preuve de, bon, même si je ne suis pas fan de ce mot, de résilience, réellement. Et alors, toujours pour continuer, mais moi, je me demande du coup, mais et l'ONU dans tout ça? Alors l'ONU, on va dire que d'une part, chaque année, il y a un débat à l'Assemblée générale de l'ONU sur la thématique du blocus à Cuba. Ah, quand même. Chaque année, depuis pratiquement une trentaine d'années. D'accord. Et chaque année, il y a une immense majorité de pays membres de l'Organisation des Nations Unies qui votent contre le blocus à Cuba. D'accord ? Et il y a même une année, lorsque Obama avait assoupli un peu sa politique avec Cuba, sans enlever le blocus, mais il avait assoupli, eh bien, cette année-là, les États-Unis se sont abstenus. Alors qu'habituellement, ils étaient deux à voter contre, c'était les États-Unis et Israël. Mais c'est ça. Voilà. D'accord. Eh bien, cette année-là, les États-Unis se sont abstenus. Mais depuis que Donald Trump est en train de réorganiser l'international fasciste autour de son gouvernement d'extrême droite,
Bon, cette année, il doit y avoir au moins une douzaine de pays qui ont voté pour le blocus. Parce que tous les pays, on va dire, qui ont épousé les visions rétrogrades des États-Unis d'Amérique, dirigés par Donald Trump, suivent ces préconisations dans les votes de l'ONU. Mais en tout cas, l'immense majorité de la planète vote pour, comment dirais-je, la levée du blocus et qu'on laisse à Cuba décider librement de son avenir. Il peut décider de changer son type de société. Ça regarde le peuple cubain. Et ce n'est pas d'autres qui doivent venir lui imposer cela. D'autre part, toutes les agences de l'ONU, que ce soit l'ONU elle-même, que ce soit l'Organisation mondiale de la santé, que ce soit l'UNESCO, ont tous porté des louanges et applaudi aux réalisations extraordinaires que Cuba a réalisées dans le monde, notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, parce qu'effectivement, pour un petit pays qui compte une dizaine de millions d'habitants, c'est une contribution qui est absolument... Qui est extraordinaire. Voilà. Parce que de par la médecine, ils ont ils ont 5 vaccins. Contre le Covid, c'est pas rien. 5, pas 1, pas 2, 5. Cuba est le seul pays du tiers-monde qui a inventé ces vaccins, qui a vacciné sa population et qui a vaincu le Covid tout seul. Ça, c'est un exemple qui est absolument magnifique. Mais oui, waouh. Et donc, assez souvent, là c'est un peu compliqué, mais assez souvent, c'est pour ça que moi j'ai jamais compris, je veux faire médecine, moi si demain matin je veux faire médecine, je vais à Cuba. Alors je vais te dire, ça tombe bien que tu en parles, parce que Cuba a mis en place une école à La Havane, qui a une succursale à Santiago de Cuba, et cette école s'appelle l'école latino-américaine de médecine. Et cette école s'est donnée pour mission de former des jeunes médecins issus des catégories les plus humbles dans tous les pays de l'Amérique latine, d'Afrique, d'Haïti, de la Caraïbe, etc. Et qui fait ça? C'est rare, ça. Ils ont déjà gradué plus de 30 000 médecins dans 120 pays du Sud. Et la directrice de l'OMS entre 2007 et 2017, qui était une chinoise qui s'appelait Margaret Chan, a dit de l'école latino-américaine de médecine, je cite, « Je ne connais aucune école de médecine avec une politique d'admission qui donne la priorité aux candidats en provenance de communautés pauvres et qui savent de première main ce que signifie vivre sans avoir accès aux soins médicaux de base. » C'est ça. Pour une fois, si vous êtes pauvre, si vous êtes femme, ou si vous venez d'une population indigène, vous disposez d'un avantage précis. Wow. C'est une éthique institutionnelle qui fait de cette école une entité unique. Le Magal Liberté là, ça a un frisson. Ah oui, parce que déjà, où est-ce que ça se fait? Nulle part, où c'est extrêmement rare. En plus, on parle alors, déjà, c'est un avantage, mais c'est même pas pour dire qu'on va dans une école qui est moins sélecte qu'une autre. Parce que lorsqu'on regarde les médecins de Cuba, on a parlé de quelques chiffres tout à l'heure, il y a de grands médecins qui sortent de Cuba. D'ailleurs, il y en a qui sont venus nous porter main forte lors du Covid en Martinique. Tout à fait, on a eu plusieurs expériences. On a eu l'expérience effectivement de la brigade médicale qui est venue pendant 2 mois en Martinique pendant le Covid pour aider, alors qu'on était dans une période où l'épidémie commençait à se développer. Et on a eu également, moi à l'époque j'étais directeur de l'hôpital du Lamentin, et en collaboration avec la mairie du Lamentin, nous avons monté un jumelage avec l'hôpital provincial de Santiago. Et pendant plusieurs années, ils nous ont envoyé des anesthésistes réanimateurs cubains
qui ont travaillé et qui ont endormi des milliers de Martiniquais pour des opérations chirurgicales. Peu de gens le savent. C'est ça. Comment ça se fait hein? Il faut dire ça. Oh, il faut. Je l'ai déjà dit dans certains cercles professionnels, mais là je le dis à gauche déployée parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Extraordinaire. Et effectivement, c'était une époque où l'anesthésiste réanimateur était une spécialité orpheline, on n'en trouvait pas. Ah oui, carrément. Oui, parce que on en avait tellement besoin dans toute la France que il en manquait partout. Eh bien, nous, on a eu cette chance pendant plusieurs années de bénéficier de personnes formidables comme Déborah Rondon Rivero, avec qui jusqu'à présent j'ai conservé des liens d'amitié, avec, comment dirais-je, Barbara Bouen-Senan, qui a travaillé ici pendant un an également. Enfin, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Et d'une façon générale, la coopération avec Cuba a été une expérience humaine sublime. Mais je veux bien te croire. Et j'ai l'impression que c'est un peuple qui est humble aussi. Ben, il y a un art de vivre. Il y a un art de vivre. Ce sont des gens qui sont très solidaires, qui sont très naturels, très spontanés, qui aussi ont le sens de l'humour. Un peu comme nous, hein? Nous cassons, hein? Un peu plus quand même. Nous, oui. on a tendance attends, j'essaie de faire on a tendance un petit peu à devenir trop individualiste. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans la tradition martiniquaise, c'est un peu... Par exemple, moi, je me souviendrai toujours. Un jour, je vais avec le directeur de l'hôpital de Santiago dans une tour qui a Avenida de Galson, et on va voir la rectrice de l'école de médecine à Santiago, donc très haut personnage, qui a un appartement dans cette tour, d'accord, pour négocier un accord avec l'Université des Antilles-Guyane pour permettre à des personnes, des médecins de venir travailler chez nous, mais sous la bannière d'une formation, d'attestation de formation spécialisée approfondie. Je rentre avec ce directeur dans le hall de cet immeuble, il y a une dame qui est en train de balayer, et le directeur qui ne sait pas exactement à quel étage habite cette dame, la rectrice, il s'adresse à la balayeuse et lui dit « Mi amor, donde está la señora ?» Mais j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, quoi. C'est-à-dire, avec respect. Oui, avec une dimension d'affectivité. Mais c'est comme ça. Amour, en fait. Mais c'est comme ça. Donc, un homme s'adresse à une femme, mi amor. Un homme s'adresse à un autre homme, mi hermano. Donc, il y a tout de suite, la glace est brisée tout de suite. Voilà. Ah, c'est beau, ça me donne envie d'y aller, parce que je ne suis pas encore allée. Ah, wow. C'est magnifique. Et je souhaiterais prendre quelques chiffres. Bon, on en parle rapidement, mais là, je lis, par exemple, qu'avec le programme Barrio Adentro. Oui, Adentro. C'est beau, hein? Donc, au cœur des quartiers, a mobilisé 38 000 coopérants dans tous les secteurs au Venezuela. Donc, le projet Maïs Médicos au Brésil a introduit 11 429 médecins au Brésil dans les favelas privés de soins médicaux et dans les nord-estés. La partie la plus pauvre, un peu la partie amazonienne du Brésil. D'accord. Où la prise en charge médicale était inconnue des populations. L'opération Milagro. Ça veut dire miracle. Ah, waouh, Milagro. On se souvient du feuilleton Milagro. Bon, bref, restons sérieux. L'opération Milagro donc, a permis de rendre la vue à 4 millions d'êtres humains, surtout en Amérique latine, grâce aux opérations de la cataracte réalisées par des ophtalmos cubains dans 35 pays, pas 1, pas 2, pas 10, dans 35 pays. Mais il n'y a que des médecins à Cuba. C'est extraordinaire. On va dire que à la base de la révolution cubaine, il y a quand même un leader historique qui s'appelle Fidel Castro. D'accord. Et Fidel Castro avait une vision humaniste de la révolution. Et très tôt, c'est-à-dire dès les premières années, il a mis en avant le fait que Cuba devrait avoir la vocation de devenir une puissance médicale pour se mettre au service de l'humanité.
Et c'est ce projet qui a été réalisé. Aujourd'hui, Cuba a un nombre de médecins par milliers d'habitants qui est le plus élevé du monde entier. Wow. Et c'est volontaire, et c'est parce qu'ils ont décidé de ne pas se mettre uniquement au service de la population cubaine, mais d'apporter effectivement cette aide médicale dans tous les pays qui en ont besoin dans le sud global. D'accord ? Et j'ai envie de dire, ils ont réussi. Ils ont réussi. Et je leur dis respect. Alors, respect, sauf que, je le dis par ailleurs, oui. Actuellement, dans le souci d'étranglement de Cuba et d'isolement de Cuba, eh bien, les Américains, les États-Unis, ne supportent pas ce prestige que Cuba a obtenu grâce à ses missions médicales. Donc récemment, Marco Rubio a fait une tournée en Amérique latine et dans tous les pays de la Caraïbe pour faire une pression maximale sur tous les gouvernements et leur ordonner de renvoyer les médecins cubains chez eux et même d'interdire à leurs jeunes d'aller se former à l'école latino-américaine de médecine. Oh. Tout ça parce qu'ils savent que ce sont des éléments qui participent de prestige de Cuba et que quelque part, eh bien, ils ont considéré qu'effectivement, s'il y a moyen d'arrêter ça, oui. Eh bien, ça va contribuer à isoler un peu plus Cuba, ce qu'ils cherchent à faire par tous les moyens. Ben oui, parce que ça fait partie clairement de leur identité, de leur être, puisque comment dire, ils se sont façonnés à travers cela. Et du coup, j'ai envie de te dire, tout naturellement, déjà lorsqu'on entend les chiffres, lorsqu'on entend ton témoignage, lorsqu'on voit ce qui se passe, j'ai envie de dire, comment on peut les aider, leur venir en aide, parce que on parle quand même d'un pays qui a une vocation réelle et humaine, sincère, d'aider autrui. Donc, à notre tour, naturellement, on a envie aussi de les aider. Donc, comment on peut faire concrètement? Ah ben écoute, Jessica, tu parles d'or. Je dis cela. Oui. Je te remercie. Ça vient du cœur. Mais je l'ai bien senti, c'est pourquoi je le dis, justement. Eh bien, il faut savoir qu'entre la Martinique et Cuba, il y a une histoire. Oui. Déjà, le gouvernement révolutionnaire de Fidel Castro est arrivé au pouvoir en janvier 1959. En décembre 1959, c'est-à-dire moins de 12 mois après, il y avait des émeutes célèbres à Fort-de-France qui ont duré plusieurs jours, qui ont débouché sur la mort de 3 jeunes. Wow. Et parmi les slogans qui étaient lancés, c'était « Vive Cuba, vive Fidel Castro ». Et donc, ce qui veut dire que la Martinique, déjà, avait senti le souffle vital qui venait de la révolution cubaine. Ah, bon, vous n'avez pas fait honte, c'est bien, c'est bien. Alors, ensuite, il y a eu des relations qui se sont développées. Il y a un personnage que beaucoup de Martiniquais connaissent qui s'appelle Hector Pompé. D'accord. Bon, qui vivait à cheval entre la Martinique et Cuba et qui a monté des voyages de découverte de Cuba. Et c'est comme ça que les Martiniquais ont commencé à fréquenter Cuba. Et puis il y a eu des jumelages. J'ai parlé tout à l'heure du jumelage de l'hôpital. Oui, exact. Et la ville du Lamentin, jusqu'à présent, est jumelée avec la ville de Santiago. Mais je crois d'ailleurs qu'il y a un panneau qui le spécifie. Tout à fait. Observez bien, voilà. Tout à fait. Et la ville de Sainte-Anne est également jumelée avec la ville de Pinar del Rio. Donc il y a une histoire. Entre la Martinique et Cuba, à telle enseigne qu'en 2002, il y a chaque année à Santiago de Cuba, au mois de juillet, un festival de musique, de la musique caribéenne. Et caribéenne, voilà. Et en fait, ça s'appelle le Festival del Fuego. Mais il faut savoir qu'en 2002, ce festival, chaque année, il est dédié à un pays. En 2002, il était dédié à la Martinique. Oh, c'est beau ça! Il y a beaucoup d'artistes d'ailleurs qui ont fait le déplacement et beaucoup de Martiniquais. Il y a même un avion qui a été affrété pour emporter toutes les personnes qui voulaient assister, etc.
D'accord. Donc, il y a également une association Martinique-Cuba qui existe depuis plusieurs dizaines d'années et qui, chaque fois que Cuba a rencontré une difficulté, d'une part, a pu compter sur l'association Martinique-Cuba pour rechercher la solidarité des Martiniquais. Et puis, il y a beaucoup d'organisations politiques, syndicales, de différents ordres, le GRS, les syndicats, les organisations patriotiques, le Parti communiste martiniquais. Il y a beaucoup d'organisations qui sont proches de l'expérience qui a été réalisée à Cuba et qui sont toujours aux aguets pour pouvoir aider Cuba. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs à l'heure actuelle, devant le génocide par asphyxie pétrolière qui a été lancé depuis le 29 janvier par Donald Trump. Eh bien, il y a un mouvement de solidarité qui est en train de se structurer à l'heure actuelle. Il y a une conférence publique qui a eu lieu vendredi dernier à la Maison des syndicats, avec la participation d'artistes qui ont offert gracieusement des prestations pour rehausser la manifestation. Il y a une collecte qui a été organisée et qui a permis de recueillir près de 4 500 € en moins de 2 heures. Et cette collecte, elle est toujours en cours ? Continue toujours, tout à fait. Elle est patronnée par l'association Martinique-Cuba, et ce qui permet d'avoir un référent clair, plutôt qu'une myriade d'organisations. Et effectivement, la collecte continue. Elle prend la forme de dons en numéraire, pour permettre d'acheter ce dont les Cubains ont besoin, c'est-à-dire de la nourriture sèche, donc qui puisse être transportée, pas des yaourts, des trucs comme ça, mais plutôt du riz, des haricots, des conserves, des conserves, etc. Et puis également des médicaments, parce que leur industrie pharmaceutique, elle est très gênée par le manque de combustible. Bref, et même des panneaux solaires, puisque aujourd'hui, Cuba a entrepris de revoir son mix énergétique, et avec un objectif, c'est en 2026 que presque 30% de sa source d'énergie soit l'énergie solaire. Ah ben oui, parce que du coup, il faut, comment je peux dire, il faut réorienter. Tout à fait. J'ai presque envie de dire qu'ils doivent changer de mode de vie. C'est déjà le cas, mais on les force à se réorienter vers d'autres énergies. Tout à fait. Et à aller vers des solutions propres, propres. Au moins là, on ne pourra pas leur faire un blocus sur le soleil. Bon, je croise les doigts, mais... ce sera plus difficile. On en rigole, mais bon, c'est quand même extraordinaire. Bref, mais ça fait quand même plaisir à voir qu'on n'oublie pas, la Martinique n'oublie pas, les autres pays n'oublient pas non plus, même si je pense qu'il y a des pays qui ont les mains et les pieds liés, mais on peut toujours les aider, c'est-à-dire partager les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, relayer, liker pour ne pas invisibiliser exactement, mon cas j'espère de moins la chose, parce que c'est grave ce qui se passe dans la lettre, notamment j'essaie de me remémorer la lettre, elle disait c'est pas une crise qui se passe, ils sont pas en crise, c'est réellement un génocide, une destruction programmée même, absolument. Qui est en train de se faire. Voilà, moi je pense que Jessica, s'il fallait trouver un mot de conclusion à cette émission, c'est de dire la chose suivante. Nous, Martiniquais, nous représentons une part de l'humanité. Et cette humanité a un positionnement géographique, c'est une humanité caribéenne. Exact. Donc Cuba, c'est la Caraïbe, Martinique, c'est la Caraïbe. Donc nous sommes dans notre humanité lorsque nous parlons de Cuba. Et donc, il y a deux paroles qui résonnent en moi. C'est l'humanité caribéenne des Martiniquais, et deuxièmement, la verticalité martiniquaise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détourner les yeux quand un peuple frère de la Caraïbe subit de telles atrocités. Donc il faut que nous tendions la main, il faut que nous mettions la main au portefeuille, il faut que nous nous mobilisions, que chacun apporte sa contribution. Il y aura des collectes dans les services. Que voilà, lorsqu'on va faire les courses, qu'on pense à prendre un certain nombre de choses
puisque la liste sera présentée à l'entrée des libres-services. D'accord. Les grands distributeurs, on leur lance également un appel, tous, Voilà. quels qu'ils soient. À tout le monde, voilà, tout le monde qui qu'ils peut. puissent donner des palettes, etc. Les pharmaciens, les grossistes pharmaceutiques, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose. Bien évidemment, on ne va jamais rivaliser avec les 60 000 tonnes de riz qui ont été livrées par la Chine. On ne va jamais rivaliser par les 1000 hectares de rizières qui sont mises en valeur par le Vietnam à Cuba. On ne va pas pouvoir rivaliser avec les 2043 tonnes d'aide humanitaire envoyées par le Mexique. Mais pour moi, si on veut se regarder dignement dans un miroir, eh bien, il faut que Cuba ait le sentiment que la Martinique a répondu présent. Mais ça, c'est très important. Et voilà. Puis, comme on dit, pour moi, si l'effet papillon a une importance dans le monde, c'est-à-dire qu'un papillon vient se poser sur une planche qui est en déséquilibre, la planche elle tombe. Pourtant le papillon il pèse quoi, 0,0 gramme. Voilà. Donc ça veut dire que même ce qu'on va faire là, pour Cuba, aura une importance capitale pour eux. Et moi ça me fait plaisir d'entendre ça parce que je me dis, waouh, la Chine a envoyé tout ça, le Mexique. Donc nous on vient, on complète. On complète. Donc c'est beau, mais je vois ce que tu veux dire parce que à travers ta parole, tu veux dire que nous aussi, on a une responsabilité, on a un engagement, parce que c'est bien joli de dire oui, on est frères, on est sœurs, la Caraïbe, mais il faut aussi qu'on... Alors, pas qu'on le prouve, bon c'est ce qui me vient à l'esprit, mais qu'on le vive, qu'on se soutienne, parce que c'est trop facile de dire hey, mon frère, et puis Léo qui attrapé en calique, moi pas là, tu vois, je te dis des on est bien d'accord. Et voilà. moi je vais te dire quelque chose, j'étais présent à cette conférence publique, à un moment j'ai tenu la table où se faisait la souscription, et bien il y a un petit jeune du lycée agricole qui est venu et il m'a demandé est-ce qu'on peut donner 1 euro. Je lui ai dit écoute mon frère, si c'est 1 euro que tu as, c'est encore plus extraordinaire que tu le donnes au Cuba. Donc moi je dis qu'il faut que tout le monde se sente concerné. On ne peut pas tourner la tête ailleurs pendant que ça se passe à côté de chez nous, dans notre humanité caribéenne. Mais oui, même si c'est une boîte de conserve, même si